Ma sœur m'a dit « Papa est mort aujourd'hui, je vais tout hériter, tu ne recevras rien ». J'ai juste souri et lui ai demandé de venir chez moi dans 1 heure. Quand elle est arrivée et a franchi la porte, elle n'a pas cru ce qu'elle a vu et a même crié « C'est impossible, tu avais… » Et elle est restée paralysée pendant quelques secondes. Bonjour à tous, je m'appelle Dominique Lavelle, j'ai 59 ans, et ce que je vais vous raconter aujourd'hui est l'histoire la plus douloureuse et en même temps la plus belle de ma vie. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de commenter d'où vous nous écoutez. Cela nous aide énormément. Merci de votre soutien. C'était un après-midi nuageux de novembre 2024 à Lyon. J'étais assise à la table de ma petite cuisine, les mains tremblantes autour d'une tasse de thé qui refroidissait devant moi. Mes yeux étaient rouges, gonflés d'avoir trop pleuré. Sur la table, un papier à en-tête du cabinet d'avocat. Je l'avais lu 10 fois déjà, mais les mots restaient flous à travers mes larmes. Le téléphone a sonné. J'ai respiré profondément, essuyé mon visage avec le dos de ma main, et j'ai décroché. « Allô ?» ai-je dit, ma voix contrôlée mais tendue. « Dominique, c'est moi, Sylvie », a répondu la voix froide de ma sœur. Un silence pesant s'est installé. J'ai fermé les yeux un instant. « Sylvie, cela fait combien de temps ? 7 ans ?» Elle a ignoré ma question. « Je viens de recevoir l'appel du cabinet de Maître Fontaine, à propos de papa. » Ma mâchoire s'est contractée. « Oui », ai-je simplement répondu. « Ils m'ont dit qu'il est décédé ce matin, infarctus fulgurant. » J'ai serré le téléphone plus fort. « C'est ce qu'ils t'ont dit. » Il y a eu une pause. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» a-t-elle demandé, méfiante. L'avocat m'a appelé en premier, à 6h47 ce matin. Une pause inconfortable. « Pourquoi t'a-t-il appelé en premier ?» Sa voix était irritée. « Peut-être parce que j'étais la seule fille qui était présente, Sylvie, la seule qui s'occupait de lui. » Le silence qui a suivi était coupant. Elle a ignoré mon commentaire. Bon, de toute façon, le cabinet m'a déjà informé au sujet de l'héritage. Les propriétés en Provence, les investissements, la maison à Bordeaux. Je vais tout hériter, Dominique. Tu ne recevras rien. Mes doigts ont emboîté sur la table. Papa m'a toujours préférée, tu sais. J'ai toujours été la fille parfaite. Tu étais la déception, celle qui ne s'est jamais mariée correctement, qui n'a jamais eu d'argent. Sylvie, l'ai-je interrompu calmement. Quoi ? Tu crois vraiment que papa te préférait ? Elle est devenue défensive. Il m'a tout laissé, non ? J'ai fait une pause. Tu en es absolument certaine ? Elle a hésité. L'avocat a été très clair. Je l'ai coupé. Écoute, j'ai besoin que tu viennes chez moi, maintenant. Quoi ? Je suis occupée ? Je l'ai interrompu, ma voix ferme. Maître Fontaine est ici, dans mon salon. Il t'attend. Silence. Comment ça ? Sa voix montait. Il est venu personnellement. Il est ici depuis 1 heure. Elle était confuse, irritée. Pourquoi serait-il chez toi ? Parce qu'il y a des documents liés à l'héritage que tu dois signer, personnellement, en ma présence. Ce sont des ordres directs laissés par papa. Elle ne comprenait pas. Quels documents ? J'ai pris un ton mystérieux. Des documents que papa a laissé des instructions pour qu'ils soient ouverts uniquement avec nous 2 présentes. Elle était méfiante. Quel genre d'instructions ? C'est Maître Fontaine qui va t'expliquer, mais seulement quand tu seras ici. J'ai fait une pause. D'ailleurs, il y a quelqu'un d'autre ici qui t'attend aussi. Sa voix est devenue alerte. Qui ? J'ai laissé le silence s'étirer. Quelqu'un qui a vraiment besoin de te voir. Dominique, arrête de parler par énigme. Qui est là ? Elle était frustrée. Tu es à Lyon ? ai-je demandé calmement. Oui, je suis arrivée hier soir. Je suis à l'hôtel près de la place Bellecour. Parfait. Alors tu peux être ici dans 1 heure, rue Vaugirard, numéro 47. 1 heure ? Dominique, ça n'a aucun sens. Je l'ai coupé. 1 heure, Sylvie. Et je te suggère de ne pas être en retard, parce que si tu ne viens pas, tu risques de perdre tout ce que tu espères recevoir. Papa a été très clair. Elle était en colère. C'est ridicule. 1 heure. Le temps tourne. J'ai raccroché. J'ai reposé le téléphone, mes mains tremblant. J'ai respiré profondément. Une larme a coulé. Du salon,
une voix faible a résonné. « Elle vient ?» Mes jambes tremblaient. Je me suis levée et j'ai marché jusqu'à l'entrée du salon, m'appuyant contre le chambranle. « Elle vient, papa. Elle est à Lyon. » La caméra ne montrait pas qui était dans le salon. Seulement une ombre sur le canapé, enveloppée dans une couverture. « Elle est venue à cause de l'argent. Pas pour moi, » a dit la voix, fatiguée mais déterminée. « Je sais. » Ai-je répondu en essuyant mes larmes. Un long silence, juste le son d'une respiration haletante. « Tu penses qu'elle va revenir vers nous ?» J'ai essuyé une autre larme. « Je prie pour que oui, papa. » Une pause. « Et si l'argent est plus important ?» J'ai respiré profondément. « Alors au moins tu auras la réponse avant de... » Je n'ai pas pu finir. « Avant que je parte » a-t-il complété. Silence lourd. J'ai regardé vers la droite. Assis dans un fauteuil, un homme en costume sombre, lunettes, environ 60 ans, une mallette en cuir, observait avec une expression solennelle. Il m'a fait un signe respectueux. « Tout est prêt, mademoiselle Lavelle, exactement comme votre père l'a demandé. » J'ai acquiescé. « Merci, maître. » Il a regardé l'ombre. « Monsieur Lavelle, vous êtes sûr ?» La voix a été ferme. « Oui, cela fait 7 ans que je n'ai pas serré ma fille dans mes bras. 7 ans sans savoir si elle m'aime encore, si c'est le seul moyen de découvrir la vérité, qu'il en soit ainsi. » Je suis retournée vers le canapé. « Papa, tu dois te reposer. »« Non. Je veux voir son visage quand elle franchira cette porte. Je veux voir si elle sera heureuse ou triste de me voir vivant. » J'ai fermé les yeux, la douleur évidente. Je suis allée à la fenêtre, observant la rue. L'horloge marquait 14h17. 1 heure, Sylvie. 1 heure pour décider qui tu es vraiment, ai-je murmuré. La caméra se déplaçait lentement vers le salon, mais ne révélait stratégiquement pas qui était sur le canapé. On voyait seulement une couverture écossaise couvrant un corps fragile, des mains ridées, tachées par l'âge tremblant légèrement sur la couverture, un cathéter d'oxygène transparent sur le sol à côté du canapé, connecté à un petit concentrateur émettant un bourdonnement bas et constant, une photographie encadrée sur la table basse montrant 2 petites filles, une blonde aux boucles, l'autre brune aux tresses, enlacées et souriantes dans un jardin fleuri, et un verre d'eau à moitié plein à côté de la photo. La respiration haletante résonnait, le son de l'oxygène qui coulait, le bourdonnement du concentrateur, le tic-tac de l'horloge. La voix a murmuré, presque comme une prière. « Reviens à la maison, ma petite. S'il te plaît, juste une fois encore, juste une fois, laisse-moi te serrer dans mes bras. » La main ridée s'est étendue lentement, tremblante, prenant la photo. Les doigts ont tracé doucement le visage de la petite fille blonde. « Ma petite Sylvie, où est-ce que je t'ai perdue ?» La voix était encore plus faible. Le temps s'écoulait lentement. J'ai regardé l'horloge encore une fois. 15h10. Elle serait là dans 1 heure environ. Mon cœur battait fort dans ma poitrine. 1 heure plus tard, exactement à 15h17, une Mercedes noire s'est arrêtée devant le numéro 47. J'ai regardé par la fenêtre et je l'ai vue descendre. Sylvie, ma petite sœur. 50 ans maintenant, mais pour moi, elle serait toujours cette petite fille aux boucles blondes qui me suivait partout. Sauf qu'elle n'était plus cette petite fille. Elle portait un ensemble Chanel bleu marine, des chaussures à talons hauts, un sac en cuir véritable. Ses cheveux blonds étaient parfaitement coiffés. Son maquillage était impeccable. Des bijoux discrets mais chers. Elle a vérifié sa montre Cartier au poignet, l'air irrité. Je l'ai entendue murmurer toute seule en regardant mon immeuble avec dédain. Quelle perte de temps ridicule. Le ciel s'assombrissait de plus en plus. De grosses gouttes ont commencé à tomber, éclaboussant le béton. Sylvie a accéléré le pas, protégeant ses cheveux avec son sac. Ses talons résonnaient sur le trottoir mouillé. Elle est arrivée à la porte de l'immeuble, une vieille porte en bois avec de la peinture verte qui s'écaillait. La sonnette était un vieux bouton en bronze terni. Elle a sonné une fois. Rien. Elle a soupiré, impatiente, regardant sa montre à nouveau. Elle a sonné 2 fois. Rien. « Dominique, ouvre! Il pleut !» a-t-elle crié, irritée, appuyant plusieurs fois sur le bouton. La serrure a cliqué, la porte s'est ouverte lentement, grinçant légèrement. J'étais là, debout dans l'entrée. Mes yeux étaient encore plus rouges qu'avant.
Je portais un pull en laine gris simple, un pantalon noir délavé, des chaussons d'intérieur. Mon visage était serein, mais il y avait quelque chose dans mes yeux. Quelque chose comme une tristesse profonde, ou peut-être une attente. Tu en as mis du temps. Je commençais à me mouiller. Où est l'avocat? Je n'ai pas toute la journée. Jean-Philippe attend mon appel, et, a-t-elle dit en entrant sans attendre d'invitation, secouant les gouttes de ses cheveux. Entre, Sylvie. Ferme la porte, s'il te plaît, ai-je dit d'une voix douce et contrôlée. Elle s'est arrêtée dans le petit hall, regardant autour d'elle en fermant la porte derrière elle. Le hall était étroit. Le sol en bois usé grinçait sous ses pas. Les murs avaient un papier peint floral, délavé, probablement des années 80. Un petit buffet avec un vase de fleurs séchées, de la lavande, un miroir ovale ancien au mur. Mon Dieu, Dominique, tu vis vraiment encore ici, dans cet endroit? Ce papier peint doit dater de notre naissance. Et cette odeur? Elle a plissé le nez. Qu'est-ce que c'est? De la vieille lavande. Et c'était le parfum préféré de maman. Ça l'a toujours été, ai-je répondu calmement, mais avec une pointe de douleur dans la voix. Elle s'est arrêtée. Pendant une brève seconde, quelque chose a traversé son visage. Un souvenir lointain peut-être. Mais elle a rapidement repris son expression froide, levant le menton. Bon, chacun ses choix. Où est Maître Fontaine? Dans le salon, ai-je répondu en pointant vers le couloir à gauche. Et ces documents urgents que je dois signer? Ils sont aussi dans le salon. Et cette personne mystérieuse dont tu as parlé, qui est-ce? Je l'ai simplement regardée, un regard profond, pénétrant, chargé d'émotions qu'elle ne pouvait pas déchiffrer. Tu vas voir par toi-même, ai-je dit, ma voix presque un murmure. Elle a levé les yeux au ciel, exaspérée. Toujours aussi dramatique, Dominique, toujours été comme ça, toujours faire une tempête dans un verre d'eau. Certaines choses ne changent jamais. Elle est passée devant moi sans me regarder dans les yeux, marchant dans le couloir étroit. Ses talons hauts résonnaient sur le parquet qui grinçait. Le son se répandait dans la maison silencieuse. Elle est passée devant des photos encadrées, accrochées au mur du couloir. Des photos anciennes, en noir et blanc et en couleur délavée. 2 petites filles dans le jardin. Un jeune couple le jour de leur mariage, Robert et Françoise. Les filles, un peu plus âgées, à Noël, autour d'un arbre. Une photo de famille devant une maison en pierre, probablement en Provence. Sylvie ne regardait même pas les photos. Ses yeux étaient fixés droit devant. Elle est arrivée au bout du couloir. À gauche, une porte entr'ouverte. À travers la fente, elle voyait du mouvement. Des ombres. Elle entendait un son bas, une respiration lourde, haletante. Maître Fontaine? C'est moi, Sylvie Lavelle-Moreau. Désolée du retard. Le trafic était... Elle a poussé la porte complètement. Et elle s'est figée. Son corps entier est devenu rigide. Ses yeux se sont écarquillés. Sa bouche s'est ouverte légèrement, mais aucun son n'est sorti. Le salon était petit, confortable mais simple. Un canapé en velours vert usé contre le mur. Une table basse en bois sombre avec des traces d'usure. Un fauteuil de lecture avec une lampe à côté. Des rideaux en dentelle blanche aux fenêtres. L'odeur de lavande était plus forte ici. Et assis sur le canapé, enveloppé dans une couverture écossaise en laine, avec un cathéter nasal d'oxygène connecté à un petit concentrateur à côté, se trouvait Robert Lavelle, 82 ans. Maigre, dangereusement maigre. Sa peau était pâle, presque translucide, tendue sur les os de son visage. Ses yeux étaient enfoncés, avec de profondes cernes, mais vivants, alertes, fixés sur elle. Ses mains tremblaient sur la couverture. Sa poitrine montait et descendait avec difficulté, chaque respiration un effort visible. Il portait une chemise en flanelle bleu clair, boutonnée jusqu'au cou. Ses cheveux, autrefois châtains, maintenant complètement blancs, étaient peignés en arrière. Il la regardait directement. Et il a souri. Un sourire triste, fatigué, mais plein d'amour. « Bonjour, ma petite Sylvie », a-t-il dit, sa voix faible, rauque, mais claire. Tout s'est figé. Le visage de Sylvie a perdu toute couleur. Ses lèvres ont perdu leur teinte rosée, devenant pâles.
Ses mains ont commencé à trembler. Son sac de luxe a glissé de son épaule et est tombé sur le sol avec un bruit sourd et lourd. Le contenu s'est répandu partout. Des clés, du rouge à lèvres, un portefeuille en cuir. Elle ne s'est pas baissée pour ramasser. Ses yeux étaient fixés sur son père, clignant rapidement, comme si elle essayait de chasser une hallucination. « Non, non, ce n'est pas, » a murmuré Sylvie, sa voix presque inaudible. « Si, c'est moi, » a répondu papa calmement. « C'est impossible. Tu étais... » Sa voix tremblait, montant. Ses jambes ont vacillé. Elle s'est appuyée lourdement contre le chambranle de la porte, ses ongles parfaitement vernis de rouge griffant le bois. « Tu étais mort. Le cabinet a appelé. Ils ont dit que tu avais... » Elle n'arrivait pas à prononcer le mot. « Que j'étais mort ?» a complété papa. Sylvie ne pouvait plus respirer. Sa poitrine montait et descendait rapidement, comme si elle faisait une crise de panique. « Infarctus! Ce matin, Maître Fontaine a appelé. Il l'a dit clairement !» a-t-elle presque crié, presque hystérique maintenant. Papa est resté calme, respirant avec difficulté entre les mots. « J'ai demandé au cabinet de t'appeler et de te dire ça. » Un silence mortel s'est installé. Le monde de Sylvie semblait s'effondrer. Son visage a traversé une séquence rapide d'émotions. Choc, confusion, incrédulité, colère, et puis quelque chose de plus profond, quelque chose qui ressemblait à de l'horreur. L'horreur de réaliser ce que cela signifiait vraiment. Pourquoi? Pourquoi ferais-tu ça? Pourquoi mentirais-tu sur le fait d'être mort? A-t-elle demandé, sa voix se brisant complètement. Papa a répondu, chaque mot un effort. Parce que c'était le seul moyen de te faire venir me voir. Comme si elle avait reçu un coup dans l'estomac, Sylvie a reculé d'un pas, trébuchant. Elle s'est appuyée contre le mur, des larmes ont commencé à jaillir, gâchant son maquillage parfait. Le mascara noir a commencé à couler sur ses joues impeccablement maquillées, laissant des traces. Je ne comprends pas. Ce n'est pas en train de se passer. Ça ne peut pas, a-t-elle balbutié, les mots sortant sans contrôle. Je suis entrée dans le salon silencieusement, fermant la porte derrière moi. Je me suis placée à côté de la porte, les mains jointes devant mon corps, mes yeux brillants de larmes non versées. Dans le fauteuil à côté de la fenêtre, Maître Fontaine s'est levé respectueusement, faisant une légère révérence vers Sylvie. « Mademoiselle Lavelle-Moreau, je vous prie de m'excuser pour le stratagème. C'était à la demande expresse de votre père, documenté formellement il y a 2 semaines, a-t-il dit, sa voix formelle mais gentille. Sylvie l'a regardé, mais ne semblait pas vraiment le voir. Ses yeux sont retournés vers papa, comme un aimant. Papa respirait avec difficulté, mais maintenait son regard ferme. « Assieds-toi, Sylvie, s'il te plaît. »« Je ne peux pas. J'ai besoin de... » a-t-elle répondu en secouant la tête, en déni. « Assieds-toi » a-t-il répété plus fermement avec la voix d'un père. Comme un automate, avec des mouvements lents et mécaniques, Sylvie a marché jusqu'au fauteuil en face du canapé. Elle s'est assise sur le bord, son corps entier tremblant violemment. Ses mains ont agrippé les accoudoirs du fauteuil avec tant de force que ses doigts sont devenus blancs. Elle ne pouvait pas détacher ses yeux de papa. « Ce n'est pas réel. Ça ne peut pas être réel. Je rêve. Je dois rêver. » a-t-elle murmuré. Presque pour elle-même. Papa s'est penché un peu en avant, un mouvement qui lui causait clairement de la douleur. Il a grimacé, tenant le côté de ses côtes. J'ai fait un pas en avant, inquiète. « Papa, attention. Je vais bien, » a-t-il dit en levant une main tremblante. Il a respiré profondément plusieurs fois, le cathéter d'oxygène sifflant. Puis, il a de nouveau fixé ses yeux sur Sylvie. « Tu vas bien ?» a-t-il demandé. Sylvie a levé les yeux vers lui, et dans ses yeux, papa a tout vu. La culpabilité, la honte, le choc, la peur. « Tu as fait semblant d'être mort ?» a-t-elle dit, sa voix rauque, se brisant. « Oui », a confirmé papa. « Pour me tromper. »« Pour te ramener à la maison », a-t-il corrigé. Une pause lourde s'est installée. Papa a continué, respirant avec difficulté entre chaque phrase. « Cela fait 7 ans que tu ne me rends pas visite, Sylvie. 7 ans sans une étreinte, sans un appel,
sans un seul mot. Sylvie a fermé les yeux fort, des larmes coulant silencieusement, tachant son chemisier cher. « Ta mère est morte il y a 3 ans. Tu n'es pas venue à l'enterrement, » a ajouté papa. Sylvie a sangloté, un son étouffé et douloureux. Bon, je dois interrompre l'histoire rapidement pour vous demander de vous abonner à la chaîne et de liker cette vidéo. Cela nous aide vraiment beaucoup à continuer à créer ce type de contenu pour vous. Merci de votre soutien. Continuons. Tu n'es pas venu à l'enterrement de ta propre mère, a répété papa. Jean-Philippe a dit que c'était trop loin, que nous avions des engagements, a commencé à expliquer Sylvie, désespérée, mais papa l'a interrompu, sa voix plus forte maintenant. Jean-Philippe, toujours Jean-Philippe. Un silence. Papa a continué, plus doucement. Et quand tu as reçu l'appel aujourd'hui disant que j'étais mort, quelle a été ta première réaction? Sylvie n'a pas répondu. Elle ne pouvait pas. C'était à propos de l'héritage, n'est-ce pas? A-t-il demandé. Le silence était assourdissant. Seulement le son de l'oxygène qui coulait et la respiration lourde de papa. Sylvie a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Elle a essayé à nouveau. A-t-elle commencé, sa voix très faible. La vérité, Sylvie. Après 7 ans, tu me dois au moins la vérité, a insisté papa. Des larmes coulaient librement maintenant sur le visage de Sylvie. Oui, a-t-elle chuchoté, chaque mot une confession douloureuse. Une pause. Oui, ma première pensée a été pour l'argent, pour l'héritage, pour combien j'allais recevoir, a-t-elle crié plus fort, sa voix se brisant. Elle a couvert son visage avec ses mains, sanglotant violemment. Je n'ai même pas demandé comment tu étais mort. Je n'ai même pas demandé si tu avais souffert. J'ai seulement pensé à moi, à l'argent, à l'héritage, a-t-elle avoué entre ses sanglots. Papa a fermé les yeux pendant un moment, respirant profondément. Une larme s'est échappée, glissant sur sa joue ridée. « Merci d'être honnête, » a-t-il dit, sa voix douce et triste. Sylvie a continué à pleurer, son corps entier secoué. « Maintenant, dis-moi, comment te sens-tu maintenant que tu as découvert que je suis vivant ?» a-t-il demandé. Sylvie a levé son visage. Son maquillage était complètement ruiné. Mascara taché, rouge à lèvres barbouillé, yeux gonflés et rouges. « Honteuse !» a-t-elle répondu, sa voix détruite. Une pause. « Horrible !» Une autre pause. « Comme un monstre !» a-t-elle murmuré douloureusement. Papa a acquiescé lentement. « Au moins, tu arrives encore à ressentir de la honte. Cela signifie qu'il reste encore quelque chose d'humain en toi, » a-t-il dit. Sylvie s'est complètement effondrée en pleurs. La pluie augmentait dehors. De lourdes gouttes frappèrent la fenêtre comme des tambours. Le ciel était presque noir. Papa a attendu patiemment pendant que Sylvie pleurait. Je suis restée près de la porte, mes propres larmes coulant silencieusement. Maître Fontaine observait en silence respectueux, sa mallette en cuir sur ses genoux. Après de longues minutes, Sylvie a finalement réussi à se contrôler suffisamment pour respirer. Elle a essuyé son visage avec le dos de ses mains, étalant encore plus le maquillage ruiné. « Tu vas mieux maintenant ?» a demandé papa, sa voix faible mais claire. Sylvie a hoché la tête légèrement, incapable de parler. « Bien, parce que nous devons parler, et je n'ai pas beaucoup de temps, » a-t-il dit. Sylvie a levé les yeux brusquement, alarmée. « Qu'est-ce que tu veux dire par « tu n'as pas beaucoup de temps » Papa a respiré profondément, une respiration sifflante et douloureuse. « J'ai un cancer du poumon, stade terminal. Les médecins m'ont donné 3 mois, peut-être moins. » Le monde de Sylvie s'est à nouveau arrêté. « Non, » a-t-elle murmuré. « Si. Cela fait 4 mois que je le sais. Cela fait 3 mois que j'ai commencé l'oxygène, » a expliqué papa. « Je ne savais pas. Personne ne me l'a dit. »« Pourquoi personne ?» a commencé Sylvie, sa voix montant. « Comment aurais-tu su? Tu n'as jamais demandé. »« Tu n'as jamais appelé? Tu n'es jamais venu ?» l'a interrompu papa. « Sylvie s'est tue. Dominique sait. Elle m'emmène chez les médecins. Elle s'occupe de moi. Elle est ici tous les soirs, » a-t-il continué. Sylvie m'a regardé, la culpabilité évidente sur son visage. « Mais toi, tu as disparu. Il y a 7 ans. Depuis que tu as épousé Jean-Philippe, » a ajouté papa. « Vous ne l'avez jamais aimé.
Vous l'avez toujours jugé. Vous avez toujours dit qu'il n'était pas assez bien, s'est défendue Sylvie, sa voix faible. Non, nous avons dit qu'il n'était pas bon pour toi, a corrigé papa. Une pause. Et nous avions raison, n'est-ce pas? Sylvie a détourné le regard, incapable de répondre. Papa a continué avec difficulté. Tu étais généreuse, aimante, au grand cœur. Tu prenais soin de ta sœur quand vous étiez enfant. Tu te souviens quand Dominique a eu une pneumonie? Elle avait 17 ans. Tu en avais seulement 8. Tu n'as pas quitté son chevet pendant 3 jours à l'hôpital. Sylvie a fermé les yeux. Le souvenir est revenu, vif et douloureux. Ta mère a dû te forcer à manger. Tu ne voulais pas laisser ta sœur seule, a rappelé papa. J'ai essuyé une larme, me souvenant aussi. Qu'est-il arrivé à cette petite fille? A-t-il demandé. J'ai grandi, a murmuré Sylvie. Non, tu t'es perdue, a répondu papa. Un silence lourd s'est installé. Seulement le son de la pluie et de l'oxygène qui coulait. Papa s'est penché en avant à nouveau, ignorant la douleur. Il a regardé Sylvie directement dans les yeux. Quand as-tu regardé dans le miroir pour la dernière fois et aimé la personne que tu as vue? Sylvie n'a pas répondu. Elle ne pouvait pas. Quand as-tu fait quelque chose pour la dernière fois, juste parce que c'était la bonne chose à faire, pas parce que ça allait te donner de l'argent ou du statut, a-t-il insisté. Des larmes ont recommencé à tomber du visage de Sylvie. Quand t'es-tu sentie vraiment heureuse pour la dernière fois? Papa a pointé vers une autre photo sur le mur. Sylvie adolescente, peut-être 16 ou 17 ans, tenant un chien errant, riant avec une joie authentique. Tu as trouvé ce chien dans la rue, il était blessé. Tu as dépensé tes économies pour l'emmener chez le vétérinaire. Tu t'es occupé de lui jusqu'à ce qu'il guérisse. Ensuite, tu as trouvé une famille pour l'adopter, a raconté papa. Sylvie a regardé la photo, le souvenir inondant son esprit. Tu étais radieuse, heureuse, pas parce que tu avais gagné quelque chose, mais parce que tu avais aidé quelque chose de plus faible que toi. Une pause. C'était toi, la vraie toi. Je ne suis plus cette personne, a dit Sylvie en pleurant. Non, tu ne l'es plus. Et la question est, pourquoi? A demandé papa. Silence. Jean-Philippe, il t'a changé. Petit à petit, jour après jour, il t'a convaincu que ta famille n'était pas assez bien, que nous sommes pauvres, sans classe, embarrassants. Sylvie a fermé les yeux fort. Il t'a isolé, il t'a éloigné de nous, et tu l'as laissé faire, a continué papa. Il a dit que je devais me concentrer sur mon avenir, que vous me reteniez, que je méritais mieux, a répliqué Sylvie, désespérée. Mieux que quoi? Mieux que l'amour? Mieux que la famille? A demandé papa. Sylvie n'avait pas de réponse. Papa a respiré avec difficulté. Quand ta mère était en train de mourir, elle demandait après toi tous les jours. Où est ma Sylvie? Disait-elle. Quand vient-elle me voir? Sylvie a sangloté fort. Je lui mentais. Je disais que tu voyageais, que tu viendrais bientôt. Je ne voulais pas qu'elle meure en sachant que tu l'avais abandonnée. Mais à la fin, elle savait. Les mères savent toujours. Une pause douloureuse. Ces derniers mots ont été « Dis à Sylvie que je pardonne et que je l'aime encore ». Sylvie s'est pliée sur elle-même, sanglotant de manière incontrôlable. Je me suis approchée, m'agenouillant à côté du fauteuil de Sylvie, mais je ne l'ai pas encore touchée. Je suis juste restée là, près d'elle. Maintenant, je suis en train de mourir. Pour de vrai cette fois. Et j'ai dû faire semblant d'être mort, juste pour que tu viennes me voir, a dit papa. Il a laissé ses mots s'enfoncer. Qu'est-ce que cela dit de nous? De toi? De ce que nous sommes devenus? Une pause. Je t'aime, Sylvie. Je t'ai toujours aimée. Mais l'amour ne suffit pas si un seul côté aime. Il a fermé les yeux, fatigué. Je t'ai amené ici aujourd'hui parce que j'ai besoin de savoir, avant de partir, s'il reste encore quelque chose de ma fille en toi, ou si l'argent et Jean-Philippe l'ont complètement tué. Sylvie a levé la tête. Son visage détruit. Maquillage ruiné, yeux gonflés, nez rouge. Je suis horrible. Je suis la pire fille du monde. Je ne mérite pas ton amour. Je ne mérite rien, a-t-elle dit, sa voix rauque. Peut-être pas, mais je t'aime encore. Et j'ai encore besoin d'une réponse.
a répondu papa. Il la regardait intensément. Pourquoi l'argent est-il devenu plus important que la famille? Sylvie a respiré profondément, tremblante. Elle s'est essuyé le visage à nouveau. Je ne sais pas quand c'est arrivé. C'était graduel. Jean-Philippe disait toujours que vous ne compreniez pas notre monde, que les gens qui réussissent ne pouvaient pas se permettre d'être sentimentaux, que la famille était une distraction. Une pause. Je voulais tellement prouver que j'avais de la valeur, que je n'étais pas juste la petite sœur, la belle mais vide. Je voulais être quelqu'un, a-t-elle expliqué, sa voix se brisant. Tu as toujours été quelqu'un. Pour nous, a dit papa, mais pas pour moi-même. Jean-Philippe me faisait sentir importante, puissante, mais je ne devenais pas plus forte. Je devenais vide. Silence. Et quand je m'en suis rendu compte, j'avais déjà perdu tout le monde, a-t-elle murmuré. Il n'est jamais trop tard pour rentrer à la maison. La question est, le veux-tu? A demandé papa. Papa était clairement épuisé. Sa respiration était plus difficile, plus superficielle. Il s'est adossé au canapé, fermant les yeux pendant un moment. « Papa, tu dois te reposer. C'est trop pour toi, » ai-je dit, inquiète. « Non, pas encore. Je dois terminer, » a-t-il répondu en rouvrant les yeux. Il a regardé Sylvie à nouveau. « Papa, je suis désolée, je suis tellement désolée. Je ne sais même pas comment commencer à demander pardon pour... » a commencé Sylvie, mais papa a levé la main. « Je n'ai pas encore terminé ce que je suis venue faire. » Une pause. « Il y a plus que tu dois savoir. » Il a fait un signe à Maître Fontaine, qui s'est levé et s'est approché avec sa mallette en cuir. « Monsieur Lavelle, vous êtes sûr? Nous pouvons faire cela un autre jour quand vous serez... » a dit l'avocat avec inquiétude. « Maintenant, » a insisté papa fermement. L'avocat a ouvert sa mallette et en a sorti plusieurs documents. Il les a remis à papa, qui les a tenus avec des mains tremblantes. « Sylvie, tu as demandé au sujet de l'héritage. De combien tu allais recevoir ?» a dit papa. Sylvie a baissé les yeux, honteuse. « Je m'en fiche maintenant, je te jure, je... » « Laisse-moi terminer, » l'a-t-il interrompu. Il a respiré profondément. « J'ai 2 propriétés en Provence, une maison à Bordeaux, des investissements qui valent environ 200 000 euros, et un compte avec 340 000 euros. » Une pause. « Tout cela sera divisé également entre vous deux. » Sylvie a secoué la tête avec véhémence. « Non, Dominique mérite tout. Elle s'est occupée de toi, elle, également. Vous êtes toutes les 2 mes filles. Je vous aime de la même façon, » a dit papa fermement. Des larmes ont coulé sur le visage de Sylvie. « Mais il y a des conditions, » a-t-il ajouté. Sylvie l'a regardé. « La maison à Bordeaux ne peut pas être vendue. Jamais. Elle vous appartient à toutes les 2 ensemble. Et elle doit rester dans la famille pour toujours. »« Papa, tu n'as jamais mentionné, » ai-je dit, surprise. « C'est la maison où ta mère et moi nous sommes mariés, où nous avons passé notre lune de miel, où vous avez toutes les 2 été conçues, » a expliqué papa. Il a souri faiblement. « C'est là où nous avons été les plus heureux. Et je veux que ce soit un endroit où vous et vos enfants et vos petits-enfants puissiez toujours vous retrouver. » Sylvie a sangloté. « Un endroit qui vous rappelle que la famille est pour toujours, même quand nous faisons des erreurs, même quand nous nous perdons. » Maître Fontaine a sorti un autre document. Il y a aussi cette clause, mademoiselle Lavelle-Moreau. Il a tendu le papier à Sylvie, qui l'a pris avec des mains tremblantes. L'héritage ne vous sera libéré que si, pendant les 6 prochains mois, vous rendez visite à votre père au moins 1 fois par semaine. Personnellement. Sylvie a levé les yeux, choquée. « Mais, tu as dit que tu n'as que 3 mois. » « Exactement. Si je pars avant les 6 mois, le reste des visites sera pour la tombe. Tu continueras à venir, à me parler, à apporter des fleurs, » a expliqué papa. Des larmes ont coulé sur le visage de Sylvie. « Si tu échoues à respecter cela, l'héritage ira entièrement à Dominique. Je me fiche de l'héritage. Je viendrai de toute façon, chaque semaine, chaque jour si tu veux, » a crié Sylvie en secouant la tête. « Alors signe, » a dit papa. Maître Fontaine a tendu un stylo. Sylvie l'a pris et, sans hésiter une seule seconde, a signé le document avec des mains tremblantes. « Voilà, j'ai signé. » Elle a regardé papa.
Mais je viendrai même sans ça, je te le jure, je vais rattraper le temps perdu, je serai là, je vais m'occuper de toi comme Dominique l'a fait. Papa a souri, un véritable sourire cette fois. Je sais, mais j'avais besoin d'être sûr que tu savais ce que tu choisissais. Une pause. Maintenant, il y a quelque chose d'autre. Il m'a fait un signe. Je me suis approché du buffet contre le mur. J'ai ouvert un tiroir et j'ai sorti une vieille enveloppe jaunie. « Ta mère a laissé ceci pour toi », a dit papa. Je lui ai tendu l'enveloppe. Sylvie l'a prise, ses mains tremblant tellement qu'elle a failli la laisser tomber. Sur le devant de l'enveloppe, écrit avec l'écriture élégante et tremblante de maman, « Pour Sylvie, quand elle se souviendra qui elle est. »« Maman ? Maman a écrit ça ?» a demandé Sylvie, sa voix se brisant. « Il y a 3 ans, juste avant de mourir, » ai-je répondu. « Pourquoi ne me l'avez-vous jamais donnée ?»« Parce qu'elle a demandé de ne te la remettre que quand tu reviendrais, quand tu choisirais la famille au lieu de l'argent, » a expliqué papa. Sylvie a regardé l'enveloppe comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. Ses mains tremblaient. « Ouvre-la » a encouragé papa doucement. Avec des doigts tremblants, Sylvie a ouvert l'enveloppe. Elle en a sorti une lettre, du papier délicat, jauni par le temps. L'écriture de maman, tremblante mais encore lisible. Sylvie a commencé à lire en silence d'abord. Ses yeux se sont remplis de larmes immédiatement. Puis, elle a commencé à lire à voix haute, sa voix brisée par l'émotion. « Ma chère Sylvie, si tu lis ceci, cela signifie que tu as trouvé le chemin du retour. J'ai toujours su que tu le trouverais. J'ai toujours cru que ma petite fille au grand cœur reviendrait. Peu importe le temps que cela a pris, peu importe combien d'erreurs tu as faites. Le véritable amour attend toujours, pardonne toujours. Prends soin de ton père, prends soin de ta sœur, et prends soin de toi-même, ma chérie. Tu mérites d'être aimée. Pas pour ce que tu as, mais pour qui tu es. Je t'ai aimé depuis le premier moment où je t'ai tenue dans mes bras. Et je t'aimerai pour toujours, où que je sois. Ta mère qui ne t'a jamais oubliée, Françoise. » Sylvie s'est effondrée en sanglots. Je me suis approchée et je l'ai serrée dans mes bras. « J'ai perdu tellement de temps, a-t-elle dit entre ses sanglots. Mais tu es revenue, c'est ce qui compte, ai-je répondu. Sylvie s'est levée, tremblante, et est allée vers papa. Elle s'est agenouillée devant lui, prenant ses mains fragiles dans les siennes. « Papa, me pardonnes-tu? S'il te plaît, pardonne-moi pour tout. » Papa, les larmes aux yeux, a caressé son visage. « Je voulais juste que tu reviennes vers moi, ma petite. » Sylvie l'a serrée dans ses bras avec précaution, sentant la fragilité de son corps. Elle a pleuré sur son épaule comme une enfant. « Je voulais juste cette étreinte. Cela fait 7 ans que j'attends cette étreinte, » a murmuré papa, sa voix faible mais remplie d'émotion. Je me suis approchée aussi, m'agenouillant à côté d'eux. Sylvie a tendu la main vers moi. « Dominique, pardonne ta sœur idiote. » J'ai souri à travers mes larmes et je les ai tous les deux serrés dans mes bras. « Toujours, » ai-je répondu. Nous 3 sommes restés là, enlacés, pendant que la pluie tombait dehors. Le son de l'oxygène, la respiration difficile de papa, nos sanglots mélangés. Mais dans cette douleur, il y avait aussi quelque chose de beau, quelque chose qui avait été perdu et qui était maintenant retrouvé. Une famille, brisée, imparfaite, mais ensemble à nouveau. Et dans ce moment, rien d'autre n'avait d'importance. Les jours qui ont suivi cet après-midi ont été les plus intenses de ma vie. Sylvie est revenue le lendemain, et le jour d'après, et celui d'après encore. Elle venait tous les jours maintenant, pas une fois par semaine comme le testament l'exigeait. Elle arrivait le matin avec des croissants frais de la boulangerie que papa aimait, celle de la rue Saint-Jean. Elle lui faisait la lecture, lui préparait du thé, l'aidait à marcher jusqu'à la fenêtre pour regarder la rue. Je voyais ma petite sœur revenir, petit à petit, la vraie Sylvie, celle que j'avais perdue il y a 7 ans. Un après-midi, environ 1 semaine après cette journée bouleversante, Sylvie et moi étions assises dans une petite chapelle à Lyon. Papa était à l'hôpital pour des examens de routine, très affaibli. Nous étions venus chercher de la force. Le silence de la chapelle était apaisant. Les bougies vacillaient doucement.
L'odeur de l'encens flottait dans l'air. « Il n'a plus beaucoup de temps », a dit Sylvie doucement, brisant le silence. « Je sais », ai-je répondu. « J'ai perdu 7 ans, 7 ans que je ne récupérerai jamais », a-t-elle ajouté, sa voix tremblante. Une pause. « Jean-Philippe m'a donné un ultimatum quand il a découvert que j'avais recommencé à vous parler. Soit sa famille, soit vous. Et tu as choisi, ai-je commencé. Je vous ai choisi. Il est parti de la maison le lendemain. Il a tout pris. Même l'alliance qui appartenait à ma grand-mère, a-t-elle expliqué. Je suis désolée, ai-je dit sincèrement. Sylvie a secoué la tête en souriant tristement. Je ne le suis pas. Pour la première fois depuis des années, je peux dormir sans avoir l'impression de vivre un mensonge. Il m'a transformée en quelqu'un que je détestais et je l'ai laissé faire. J'ai pris sa main. Sylvie, il y a quelque chose que papa m'a demandé de te dire. Aujourd'hui. Elle m'a regardée. Quoi? J'ai respiré profondément. Quand maman est morte, il y a 3 ans, elle a laissé une lettre. Pour toi. Je sais, je l'ai lue. La lettre que tu m'as donnée, a-t-elle commencé, mais je l'ai interrompue. Non, il y en avait une autre, une deuxième lettre. Sylvie m'a regardée, confuse. Une deuxième? J'ai sorti une autre enveloppe de mon sac, plus petite, plus récente. Celle-ci, maman l'a écrite 2 jours avant de mourir. Elle savait qu'elle partait. Elle voulait que tu l'aies, mais seulement après avoir lu la première. Papa m'a demandé de te la donner aujourd'hui. J'ai tendu l'enveloppe. Sylvie l'a prise avec des mains tremblantes. Sur le devant, l'écriture presque illisible maintenant. Pour ma Sylvie, ma dernière lettre. Sylvie a ouvert l'enveloppe lentement, comme si elle avait peur de ce qu'elle allait trouver à l'intérieur. Elle en a sorti une seule feuille de papier. L'écriture était à peine lisible, les mots tremblants, certains, à peine formés. Maman devait être très faible quand elle l'avait écrite. Sylvie a commencé à lire en silence. J'ai vu ses yeux s'élargir, ses lèvres trembler. Puis elle a commencé à lire à voix haute, sa voix se brisant à chaque mot. Ma chère Sylvie, c'est ma dernière nuit. Je le sens. Demain, je ne serai plus là. Dominique est à côté de moi, elle dort sur la chaise, épuisée. Ton père tient ma main. Mais toi, tu n'es pas là. Et ça me brise le cœur. Pas parce que je suis en colère, mais parce que je sais que tu te détestes pour ça. Sylvie s'est arrêtée, sanglotant. J'ai posé ma main sur son épaule. Elle a continué. Je veux que tu saches quelque chose que je n'ai dit à personne d'autre, pas même à ton père. Quand tu avais 5 ans, tu es tombé gravement malade. Une méningite. Les médecins ont dit qu'il y avait 50% de chances que tu ne survives pas. J'ai prié toute la nuit. J'ai fait un pacte. J'ai dit que si tu vivais, je pardonnerais tout. N'importe quoi. Parce qu'avoir ma fille en vie était tout ce qui comptait. Sylvie pleurait maintenant ouvertement. Tu as survécu. Et ce jour-là, j'ai promis que peu importe ce que tu ferais, peu importe où tu irais, je t'aimerais et je te pardonnerai toujours. Elle a continué à lire, sa voix à peine audible. Alors je te pardonne pour ne pas être venue. Je te pardonne pour les 7 ans d'absence. Je te pardonne pour tout, parce que tu es ma fille. Et l'amour d'une mère ne meurt jamais, même quand son corps meurt. Prends soin de ton père. Il est plus fort qu'il n'y paraît, mais il a besoin de toi. Prends soin de Dominique. Elle a sacrifié tellement pour cette famille. Et prends soin de toi. Trouve ton chemin de retour vers qui tu es vraiment. Je t'attendrai de l'autre côté, ma chérie. Et quand tu arriveras, je te serrerai dans mes bras et je te dirai que tout va bien. Je t'aime pour toujours, maman. Sylvie a plié la lettre et l'a serrée contre sa poitrine. Son corps secoué de sanglots. Je l'ai serrée dans mes bras et nous avons pleuré ensemble dans cette petite chapelle silencieuse. Elle savait, a murmuré Sylvie entre ses sanglots. Elle a toujours su. Les mères savent toujours, ai-je répondu doucement. Nous sommes restés là longtemps, tenant ces lettres précieuses, ces derniers mots de notre mère. Et dans cette douleur, il y avait aussi de la guérison. Le pardon. L'amour qui transcende même la mort. Plus tard, ce soir-là, nous sommes allés à l'hôpital voir papa. Il était éveillé mais très faible. Il a souri en nous voyant entrer ensemble. « Mes filles », a-t-il murmuré, sa voix à peine audible.
Nous nous sommes approchés, chacune d'un côté du lit. Nous avons tenu ses mains. « Papa, j'ai lu la lettre de maman, » a dit Sylvie. « La deuxième » a-t-il demandé. « Oui. Elle était une femme sage, ta mère. Elle comprenait l'amour mieux que quiconque, » a-t-il dit avec un sourire faible. Un silence confortable s'est installé, juste le son des machines qui bipaient doucement. « Sylvie, » a appelé papa. « Oui, papa ?»« Tu te souviens quand tu avais 5 ans, quand tu as été malade ?» Elle a hoché la tête. Maman m'a tout raconté dans sa lettre. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie, penser que je pourrais te perdre. Sa voix s'est brisée, mais tu as survécu. Et ce jour-là, ta mère et moi avons décidé que peu importe ce qui arriverait, nous ne vous laisserions jamais partir, ni toi, ni Dominique. Des larmes ont coulé sur nos visages à toutes les deux. Même quand tu es parti avec Jean-Philippe, même pendant ces 7 ans, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je n'ai jamais cessé d'attendre que tu reviennes, a-t-il dit. Je suis tellement désolée, papa, a sangloté Sylvie. Je sais, ma petite, je sais. Il a fermé les yeux, épuisé par l'effort de parler. Papa, ai-je appelé doucement. Oui, repose-toi maintenant. Nous serons là quand tu te réveilleras. Il a souri. Promis ? Promis, avons-nous répondu ensemble. Les semaines ont passé. Papa déclinait rapidement maintenant. Chaque jour, il était un peu plus faible, un peu plus pâle. Mais chaque jour, Sylvie était là. Et moi aussi. Nous étions devenus inséparables à nouveau, comme quand nous étions enfants. C'était étrange et beau à la fois. Nous rattrapions 7 ans perdus en quelques semaines intenses. Nous parlions pendant des heures, assises à côté du lit de papa pendant qu'il dormait. Nous partagions des souvenirs, des regrets, des rires à travers les larmes. Sylvie me racontait comment Jean-Philippe l'avait lentement isolée, comment elle s'était perdue dans un monde de superficialité et d'argent. Et je lui racontais comment difficile ça avait été de la voir partir, de perdre ma petite sœur. Un matin de décembre 2024, papa m'a appelé dans sa chambre d'hôpital. Il était seul. Sylvie était partie chercher des fleurs fraîches. « Dominique, assieds-toi » a-t-il dit faiblement. Je me suis assise à côté de son lit, tenant sa main. Il n'y a pas beaucoup de temps maintenant. Je le sens, a-t-il murmuré. Ne dis pas ça, papa. Tu es fort, ai-je commencé, mais il a secoué la tête. Non, c'est la fin, et je suis en paix avec ça. Il a respiré difficilement. Parce que j'ai réussi, j'ai ramené ma fille à la maison. Des larmes ont coulé sur mes joues. Tu l'as fait, papa. Tu l'as vraiment fait. Maintenant, je dois te dire quelque chose. Quelque chose que personne d'autre ne sait, a-t-il continué. Je l'ai regardée, confuse. Quoi ? Quand ta mère est morte, j'ai voulu mourir aussi. La douleur était insupportable. Mais je ne pouvais pas. Parce que Sylvie était perdue et je devais la ramener avant de partir, a-t-il expliqué. Je sais, papa, tu as été si fort. Non, attends, laisse-moi finir. Les médecins m'ont dit que j'avais 1 an à vivre. Pas 3 mois. 1 an entier. C'était il y a 8 mois. Je me suis figée. Quoi ? J'ai menti à Sylvie sur le temps qu'il me reste. Je lui ai dit 3 mois parce que je voulais qu'elle comprenne l'urgence, que je partais vraiment. Mais la vérité, c'est que j'ai peut-être encore 4 mois. Papa, pourquoi tu me dis ça ? Ai-je demandé, choquée. Parce que je veux que tu le saches, mais je ne veux pas que tu le dises à Sylvie. Pas encore, a-t-il répondu. Pourquoi ? Parce qu'elle a besoin de cette urgence. Elle a besoin de sentir que chaque moment compte. Si elle pense qu'elle a plus de temps, elle pourrait retomber dans ses vieilles habitudes. Jean-Philippe pourrait la reconvaincre de revenir. Mais si elle pense que je pars bientôt, elle restera focalisée sur ce qui compte vraiment. J'ai compris sa logique, mais ça me brisait le cœur. C'est encore de la manipulation, papa. Oui, mais c'est la dernière, je te le promets, a-t-il dit avec un sourire triste. Quand est-ce que je peux lui dire ? Quand je serai vraiment en train de partir, dans quelques mois, quand elle sera solidement ancrée dans sa nouvelle vie. Alors tu pourras lui dire que nous avons eu plus de temps ensemble que prévu. J'ai essuyé mes larmes. Tu es rusé, vieux homme. J'ai eu 82 ans pour apprendre, a-t-il répondu en souriant faiblement. Sylvie est revenue à ce moment-là,
portant un bouquet de lavande fraîche. « Regardez ce que j'ai trouvé. Le parfum préféré de maman, a-t-elle dit joyeusement. Papa et moi avons échangé un regard. Notre secret. C'est magnifique, ma chérie, a dit papa. Sylvie a arrangé les fleurs dans un vase, remplissant la chambre d'hôpital stérile avec leur parfum apaisant. Ça sent comme la maison, comme quand nous étions petites, a-t-elle dit avec nostalgie. Oui, exactement comme ça, ai-je ajouté doucement. Les jours sont devenus des semaines. Noël 2024 est arrivé. Nous avons célébré dans la chambre d'hôpital de papa, apportant un petit arbre, des décorations, des cadeaux modestes. C'était le Noël le plus simple que nous ayons jamais eu, mais c'était aussi le plus beau, parce que nous étions ensemble. Sylvie a chanté des chansons de Noël que maman chantait toujours. J'ai préparé le plat préféré de papa et je l'ai apporté dans des contenants. Nous avons mangé ensemble, ri ensemble, pleuré ensemble. C'est le meilleur Noël de ma vie, a dit papa ce soir-là. Même meilleur que quand nous étions enfants, a demandé Sylvie. Surtout meilleur, parce que je pensais que je ne verrais plus jamais ma famille réunie. Et vous voilà, mes 2 filles, ensemble. C'est le plus beau cadeau que j'aurais pu recevoir. Début janvier 2025, quelque chose d'inattendu s'est produit. Papa a commencé à aller un peu mieux. Pas beaucoup, mais assez pour que les médecins le laissent rentrer à la maison avec des soins palliatifs. « C'est un miracle !» a dit Sylvie avec joie. « Ce n'est pas un miracle, c'est temporaire. Ça arrive parfois avant la fin, » a expliqué le médecin doucement. Mais Sylvie ne voulait pas entendre ça. Elle était pleine d'espoir. Nous avons ramené papa à mon appartement. Sylvie et moi avons transformé le salon en chambre pour lui. Nous avons installé un lit médicalisé, tout l'équipement d'oxygène, des médicaments. Nous nous sommes relayés pour nous occuper de lui jour et nuit. Un après-midi, pendant que papa dormait, Sylvie et moi étions assises dans la cuisine, buvant du thé. « Dominique, je dois te dire quelque chose, » a-t-elle commencé. « Quoi ? » J'ai commencé à chercher du travail, quelque chose de simple. Je ne veux plus vivre de l'argent de Jean-Philippe ou même de l'héritage de papa. J'ai souri. Vraiment ? Oui. J'ai postulé dans une librairie ici à Lyon, une petite boutique indépendante. Ils cherchent quelqu'un pour gérer les événements littéraires et aider les clients. Une librairie ? Tu adorais lire quand tu étais jeune, ai-je rappelé, avant que Jean-Philippe me dise que c'était une perte de temps. Maintenant, je veux retrouver cette partie de moi. Je veux gagner ma vie honnêtement, modestement, mais honnêtement. Je suis fière de toi, petite sœur, ai-je dit en serrant sa main. J'ai aussi pris une décision. Je vais vendre mon appartement à Paris, celui que Jean-Philippe et moi avons acheté. Je vais prendre quelque chose de petit ici à Lyon, pour être près de toi, pour être près de papa, le temps qu'il reste. Des larmes de joie ont coulé sur mes joues. Tu vas rester ? Je vais rester. C'est ici que je dois être. C'est ici qu'est ma famille. Nous nous sommes enlacés, 2 sœurs retrouvées. Maman serait tellement heureuse, ai-je murmuré. Papa aussi. C'est pour ça qu'il a fait tout ça, pour nous ramener ensemble. À ce moment, nous avons entendu la voix de papa depuis le salon. Les filles ? Nous nous sommes précipités vers lui. Il était éveillé, souriant. Je vous ai entendu parler. Sylvie, tu restes vraiment ? Oui, papa, je reste. Les larmes ont coulé sur le visage de papa. Alors j'ai vraiment réussi. J'ai ramené ma famille d'ensemble. Il nous a fait signe de nous approcher. Nous nous sommes agenouillés de chaque côté de son lit. Il a pris nos mains dans les siennes, si fragiles maintenant. Écoutez-moi bien toutes les deux. Ce que je vais dire est important. Nous avons hoché la tête. La vie est courte, trop courte pour la gaspiller avec des regrets, de la colère ou de l'orgueil. Votre mère le savait. C'est pourquoi elle vous a pardonné avant même que vous demandiez pardon. Il a regardé Sylvie. Tu as fait des erreurs, de grosses erreurs, mais tu es revenue, et ça efface tout. Puis il m'a regardé. Et toi, Dominique, tu as été si forte, si patiente. Tu n'as jamais abandonné ta sœur, même quand elle t'a abandonné. Je veux que vous vous promettiez quelque chose. Promettez-moi que peu importe ce qui arrive, vous resterez ensemble, que vous ne laisserez plus jamais rien ni personne vous séparer, a-t-il dit solennellement. Nous le promettons, papa, avons-nous dit à l'unisson. Bien.
Maintenant je peux partir en paix quand le moment viendra. Ne parle pas comme ça, a supplié Sylvie. Ma chérie, nous devons tous partir un jour, mais je pars heureux, parce que je vous laisse ensemble. Et c'est tout ce qu'un père peut espérer. Il a fermé les yeux, épuisé. Nous sommes restés là, tenant ses mains, écoutant sa respiration difficile mais régulière. Les semaines ont continué à passer. Sylvie a obtenu le travail à la librairie. Je la voyais changer chaque jour. Les vêtements de luxe ont été remplacés par des tenues simples et confortables. Le maquillage lourd a disparu. Ses cheveux sont devenus plus naturels. Mais surtout, son sourire est devenu authentique. Elle rayonnait d'une façon que je ne l'avais pas vue depuis des années. Un soir, elle est rentrée du travail particulièrement excitée. « Devine quoi ?» a-t-elle dit en entrant. « Quoi ?» J'ai organisé mon premier événement littéraire aujourd'hui. Un auteur local est venu parler de son nouveau roman. Nous avons eu 30 personnes. 30 ! Le propriétaire était si content. Ses yeux brillaient d'une joie pure. Et tu sais quoi? J'ai aidé une vieille dame à trouver un livre pour son petit-fils. Elle était tellement reconnaissante qu'elle m'a serrée dans ses bras. Une étrangère m'a serrée dans ses bras parce que je l'ai aidée. Quand est-ce que ça m'est arrivé pour la dernière fois? Ai-je demandé en souriant. Jamais. Avec Jean-Philippe, tout était transactionnel. Mais aujourd'hui, j'ai juste aidé quelqu'un parce que c'était la bonne chose à faire. Et ça m'a rendue heureuse, vraiment heureuse. J'ai serré ma sœur dans mes bras. Je suis tellement fière de toi. Papa, qui écoutait depuis son lit, a appelé faiblement. « Sylvie, viens ici. » Elle s'est approchée. « Oui, papa? Ta mère aurait été si fière de la femme que tu es redevenue. Je suis fière aussi. » Sylvie s'est agenouillée à côté de lui, posant sa tête sur sa main. « Merci, papa. Merci de ne pas avoir abandonné avec moi. Merci d'avoir fait ce que tu as fait, même si c'était fou. Parfois l'amour doit être un peu fou, » a-t-il dit en souriant faiblement. En février 2025, papa a eu une rechute sérieuse. Les médecins ont dit que c'était la fin maintenant. Vraiment. Il avait peut-être quelques jours, peut-être une semaine. Nous avons installé un lit d'hôpital plus confortable. Une infirmière venait 2 fois par jour, mais c'était surtout Sylvie et moi qui nous occupions de lui. Une nuit, papa m'a appelé. Il était 3 heures du matin. Sylvie dormait dans le fauteuil à côté de lui. « Dominique ?» a-t-il murmuré. « Je suis là, papa », ai-je dit en prenant sa main. Il est temps de lui dire, sur le temps supplémentaire que nous avons eu. J'ai regardé Sylvie dormir paisiblement. « Tu es sûre ? » « Oui, elle est forte maintenant, elle peut l'entendre. Et elle mérite de savoir que nous avons eu plus de temps ensemble que ce qu'elle pensait. » J'ai hoché la tête. Je lui dirai demain. « Bien. Maintenant écoute, je veux que tu saches quelque chose. Tu as été ma force pendant toutes ces années. Après la mort de ta mère, tu étais ma raison de continuer. Sans toi, je me serais laissé partir il y a longtemps. Papa. Non, laisse-moi finir. Tu as sacrifié tellement. Ton temps, ton énergie, tes propres rêves, pour t'occuper de moi, pour essayer de ramener ta sœur. Tu es la colonne vertébrale de cette famille, Dominique, et je veux que tu le saches. Les larmes ont coulé sur mes joues. Je l'ai fait par amour, papa, pas par obligation. Je sais, c'est pourquoi tu es si spécial. Maintenant, promets-moi quelque chose. Quoi? Après mon départ, vis ta vie, vraiment. Ne te contente pas de prendre soin de tout le monde. Trouve ta propre joie, ta propre passion, d'accord? Je promets, ai-je dit en sanglotant doucement. Bien, maintenant va dormir. Tu en as besoin. Le lendemain matin, j'ai réveillé Sylvie. Nous avons pris le petit déjeuner ensemble pendant que papa dormait. Il y a quelque chose que je dois te dire, ai-je commencé. Quoi? Tu te souviens quand papa nous a dit qu'il avait 3 mois à vivre? C'était en novembre. Sylvie a hoché la tête. Il a menti. Enfin, pas vraiment menti, mais il n'a pas dit toute la vérité. Qu'est-ce que tu veux dire? Les médecins lui avaient donné 1 an, pas 3 mois. Il te l'a dit pour que tu comprennes l'urgence, pour que tu ne penses pas que tu avais tout le temps du monde. Sylvie m'a regardée, incrédule. Il a fait ça? Oui, il voulait que chaque moment compte pour toi. Et ça a marché, n'est-ce pas? Sylvie est restée silencieuse pendant un long moment, traitant cette information. Puis elle a souri à travers ses larmes. Ce vieil homme rusé, il nous a manipulés jusqu'à la fin. Il l'a fait par amour. Je sais,
Et je ne suis pas en colère. Je suis reconnaissante. Parce qu'il avait raison. Si j'avais pensé avoir plus de temps, j'aurais peut-être procrastiné. Peut-être que Jean-Philippe m'aurait reconvaincu. Mais l'urgence m'a gardé focalisée. C'est exactement ce qu'il a dit. Alors nous avons eu 4 mois ensemble. Pas juste quelques semaines, a réalisé Sylvie. Oui, 4 mois précieux. C'est un cadeau, un dernier cadeau de papa. Nous avons pleuré ensemble, tenant nos tasses de thé, reconnaissantes pour chaque moment que nous avions eu. Cet après-midi-là, Sylvie est allée voir papa. Elle s'est assise à côté de son lit. Papa, Dominique m'a dit, à propos du temps supplémentaire. Il a ouvert les yeux. Tu es en colère. Non. Je suis reconnaissante. Tu m'as sauvée, papa, de moi-même, de Jean-Philippe, de ma propre stupidité. Je devais le faire. Tu es ma fille. Et tu es le meilleur père du monde, même quand tu mens, a-t-elle dit en souriant à travers ses larmes. Il a ri faiblement. Surtout quand je mens. Ils ont ri ensemble, un moment de légèreté au milieu de tant de tristesse. Papa? Oui? Merci. Pour tout. Pour ne jamais abandonner. Pour m'aimer même quand je ne le méritais pas. Pour me ramener à la maison. C'était mon honneur, ma petite. Papa est décédé paisiblement une semaine plus tard, un mardi matin de février 2025. Sylvie et moi étions toutes les deux à ses côtés, tenant chacune une de ses mains. Il s'est endormi et ne s'est simplement jamais réveillé. C'était exactement comme il l'aurait voulu. Entouré de ses 2 filles, dans la paix, sans douleur à la fin. Nous avons pleuré, bien sûr. Nous avons pleuré pendant des heures. Mais à travers les larmes, il y avait aussi de la gratitude. Parce qu'il était parti heureux. Il avait accompli ce qu'il voulait. Il nous avait réunis. Les funérailles ont été simples mais belles. Une petite cérémonie dans la même chapelle où Sylvie et moi avions parlé des mois auparavant. Il y avait peut-être 30 personnes. Des vieux amis de papa, des voisins, quelques collègues de mon travail, le propriétaire de la librairie où travaillait Sylvie, et Maître Fontaine, bien sûr. Sylvie a lu la première lettre de maman pendant la cérémonie. Sa voix tremblait, mais elle était forte. Pour ma Sylvie, quand elle se souviendra qui elle est, a-t-elle commencé. Quand elle a fini, il n'y avait pas un œil sec dans la chapelle. J'ai parlé ensuite. J'ai raconté comment papa ne m'avait jamais abandonnée, comment il avait pris soin de nous toutes les deux même à la fin de sa vie, comment son dernier acte avait été de nous ramener ensemble. Il nous a donné le plus grand cadeau qu'un père puisse donner, ai-je dit. Il nous a donné l'une à l'autre, et pour ça, je serai éternellement reconnaissante. Après les funérailles, nous avons eu une petite réception chez moi. Les gens partageaient des souvenirs de papa, riaient à travers leurs larmes, mangeaient les petits sandwichs et les gâteaux que Sylvie et moi avions préparés. Maître Fontaine s'est approché de nous vers la fin. « Mesdames Lavelle, nous devons organiser une réunion pour finaliser les affaires de votre père. Quand vous serez prêtes, bien sûr. Nous pouvons le faire la semaine prochaine, ai-je dit. Sylvie a hoché la tête en accord. Très bien, je préparerai tous les documents. Oh, et il y avait une dernière lettre, de votre père. Il m'a demandé de vous la donner après son départ. Il nous a tendu une enveloppe. Merci, maître, a dit Sylvie en la prenant. Une fois tout le monde parti, Sylvie et moi nous sommes assises dans le salon maintenant vide. Le lit d'hôpital avait été enlevé. C'était juste notre vieux canapé vert à nouveau. Mais l'odeur de papa était encore là. Son eau de Cologne, l'oxygène, les médicaments. « Tu es prête à lire ça ?» ai-je demandé en regardant l'enveloppe. « Oui, lisons-la ensemble », a répondu Sylvie. Elle a ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, une seule feuille de papier avec l'écriture tremblante de papa. Sylvie a commencé à lire à voix haute. « Mes chères filles, si vous lisez ceci, je suis partie, et je suis en paix, parce que je vous ai vues réunies. Je vous ai vues vous pardonner l'une l'autre. Je vous ai vues redevenir sœurs. C'était tout ce que je voulais. Dominique, ma forte, tu as été ma lumière dans les moments les plus sombres. Sans toi, je me serais perdue après la mort de ta mère. Tu as sacrifié tellement, et je veux que tu saches que ce n'est pas passé inaperçu. Maintenant, il est temps pour toi de vivre pour toi-même, de trouver ta propre joie. Promets-moi que tu le feras. » Sylvie a fait une pause, me regardant. J'ai essuyé mes larmes et j'ai hoché la tête. Elle a continué. « Sylvie, ma petite, tu t'es perdue pendant un moment,
Mais tu t'es retrouvée. Je suis si fière de la femme que tu es redevenue. Continue sur ce chemin. Reste humble, reste authentique. Et ne laisse plus jamais personne te dire que tu n'es pas assez. Maintenant, écoutez-moi bien toutes les deux. La maison à Bordeaux est à vous, ensemble. Ne la vendez jamais. Allez-y ensemble au moins une fois par an. Asseyez-vous sur la terrasse où votre mère et moi avions l'habitude de boire du café chaque matin. Regardez les jardins que nous avons plantés ensemble. Et souvenez-vous que la famille est la seule chose qui compte vraiment dans cette vie. Tout l'argent, les propriétés, les investissements, ce ne sont que des choses. Elles vont et viennent. Mais la famille, l'amour, les liens qui nous unissent, c'est éternel. C'est la véritable richesse. Ne l'oubliez jamais. Je serai toujours avec vous, dans chaque coucher de soleil que vous regardez, dans chaque tasse de thé que vous partagez, dans chaque rire et chaque larme, parce que l'amour ne meurt jamais, il change simplement de forme. Prenez soin l'une de l'autre, soyez patientes l'une avec l'autre, pardonnez-vous rapidement et aimez-vous férocement. C'est mon dernier souhait. C'est mon dernier ordre en tant que votre père. Votre maman vous attend avec moi de l'autre côté. Et quand votre temps viendra, dans de nombreuses années j'espère, nous vous accueillerons à bras ouverts. Jusqu'à ce moment-là, vivez. Vraiment, vivez. Avec amour, papa. Sylvie a plié la lettre lentement. Nous sommes restés assises en silence pendant un long moment, laissant ces mots s'imprégner. Puis Sylvie a parlé. Il avait raison, tu sais. À propos de quoi? De tout. La vraie richesse n'est pas l'argent. C'est toi, c'est nous, c'est cette famille que nous avons reconstruite. Je sais, ai-je dit doucement. Je pense que nous devrions aller à Bordeaux bientôt. Voir la maison, honorer sa mémoire, a suggéré Sylvie. J'aimerais ça. Et Dominique? Oui. Promets-moi quelque chose. Promets-moi que nous n'attendrons pas 7 ans à nouveau pour nous parler. Promets-moi que même quand nous sommes occupés, même quand la vie devient folle, nous resterons proches. Je te le promets, plus jamais je ne te laisserai partir, ai-je dit en prenant sa main. Et moi non plus, a-t-elle répondu. Nous nous sommes serrés dans les bras l'une de l'autre, deux sœurs qui s'étaient perdues et retrouvées, liées maintenant plus fortement que jamais par l'amour et le sacrifice de notre père. Les semaines suivantes ont été étranges. La vie continuait, mais tout semblait différent, plus clair d'une certaine manière, plus significatif. Sylvie excellait à son travail à la librairie. Elle avait été promue assistante gérante. Elle organisait des événements hebdomadaires maintenant, des clubs de lecture, des ateliers d'écriture pour enfants. Elle rayonnait. Moi, j'ai commencé à prendre du temps pour moi pour la première fois depuis des années. J'ai rejoint un cours de peinture que j'avais toujours voulu essayer. J'ai commencé à lire pour le plaisir à nouveau. J'ai même accepté un rendez-vous avec un homme gentil qui travaillait à la bibliothèque municipale. Rien de sérieux encore, mais c'était agréable de se sentir à nouveau vivante de cette façon. Un samedi de mars 2025, Sylvie et moi avons fait le voyage à Bordeaux. C'était la première fois que nous y allions depuis la mort de papa. La maison était exactement comme je me souvenais. Une belle propriété en pierre avec des volets bleus entourés de jardins en fleurs, des roses, de la lavande, des jasmins. L'odeur était enivrante. Nous sommes entrés lentement, presque avec révérence. La maison avait été fermée depuis que papa était tombé malade. Il y avait de la poussière sur les meubles, mais tout était intact. Des photos de notre enfance sur les murs, des livres que papa aimait sur les étagères, la vieille table de cuisine où nous prenions le petit déjeuner pendant les vacances d'été. C'est comme entrer dans une machine à remonter le temps, a murmuré Sylvie. Oui, tout est exactement comme avant, ai-je répondu. Nous avons exploré la maison lentement, touchant les objets, nous souvenant. Dans la chambre principale, nous avons trouvé une boîte sur la commode. À l'intérieur, d'autres photos. Maman et papa jeunes, le jour de leur mariage. Nous bébés. Des vacances en famille. Des anniversaires. Toute une vie en images. Ils étaient si heureux, a dit Sylvie en regardant une photo de nos parents dansant dans le jardin. Ils l'étaient, et maintenant, ils le sont à nouveau. Ensemble, ai-je dit. Nous sommes sortis sur la terrasse, exactement comme papa l'avait décrit dans sa lettre. 2 chaises face au jardin. Nous nous sommes assises,
regardant le soleil commencer à descendre. « Je vois pourquoi il aimait cet endroit, » a dit Sylvie. « Moi aussi. C'est paisible. »« Dominique ? Oui, merci. »« Pourquoi ? » ?»« Pour ne jamais avoir abandonné avec moi, même quand je ne le méritais pas. » J'ai serré sa main. « Tu es ma sœur. Je ne t'abandonnerai jamais. » Nous sommes restés assises là pendant des heures, regardant le coucher de soleil peindre le ciel en orange et rose, parlant de tout et de rien. De nos souvenirs d'enfance, de maman et papa, de nos rêves pour l'avenir. C'était exactement ce que papa avait voulu. Nous étions ensemble, dans sa maison, nous souvenant, guérissant, avançant. Quand le soleil s'est complètement couché, Sylvie a dit quelque chose qui m'a surprise. « Je pense que je veux organiser un événement ici, un festival littéraire d'été, inviter des auteurs locaux, des poètes, ouvrir les jardins au public, faire de cette maison un lieu de culture et de communauté. Qu'est-ce que tu en penses ?»« Je pense que maman et papa adoreraient ça, » ai-je répondu en souriant. « Alors faisons-le. Ce sera notre façon d'honorer leur mémoire. Pas juste en gardant la maison fermée comme un musée, mais en la remplissant de vie, de rire, d'histoire. » C'est parfait, Sylvie. C'est vraiment parfait. Nous avons commencé à planifier immédiatement, excités comme des enfants. Sylvie utiliserait ses contacts de la librairie. J'aiderais avec l'organisation et la logistique. Nous ferions le premier festival en juillet, pour l'anniversaire de maman. Ce serait notre cadeau pour elle et pour papa. En rentrant à Lyon ce soir-là, je me suis sentie plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Comme si un poids énorme avait été enlevé de mes épaules. Les mois ont passé. Le printemps s'est transformé en été. Sylvie et moi avons travaillé sans relâche sur le festival. Nous avons contacté des auteurs, imprimé des affiches, préparé les jardins. La réponse a été incroyable. Plus de 50 auteurs ont confirmé leur participation. Des centaines de personnes ont dit qu'elles viendraient. Le premier festival littéraire Lavelle a eu lieu le 15 juillet 2025. C'était une journée ensoleillée parfaite. Les jardins étaient magnifiques, en pleine floraison. Nous avions installé des tentes blanches, des chaises, de petites scènes pour les lectures, un stand de café et de pâtisserie. De la musique douce jouait en arrière-plan. Quand les portes se sont ouvertes à 10 heures du matin, les gens ont commencé à affluer. Des familles, des couples, des personnes seules, jeunes et vieux, tous réunis par l'amour des livres et des histoires. Sylvie était dans son élément. Elle accueillait tout le monde avec un sourire radieux, guidait les gens vers les différentes activités, présentait les auteurs. Je ne l'avais jamais vue aussi heureuse. À midi, nous avons fait une pause dans les lectures pour un moment spécial. Sylvie et moi sommes montés sur la scène principale. « Bonjour à tous », a commencé Sylvie, sa voix claire et forte. « Merci d'être venus aujourd'hui. Ce festival est très spécial pour ma sœur et moi. Il est dédié à la mémoire de nos parents, Robert et Françoise Lavelle. Cette maison était leur havre de paix. C'est ici qu'ils ont construit leur vie ensemble, élevé leurs filles, créé des souvenirs qui dureront éternellement, a-t-elle continué. Notre père nous a laissé cette maison avec une instruction. Ne jamais la vendre, la garder dans la famille, en faire un lieu de rassemblement. J'ai pris le relais. Aujourd'hui, nous honorons cette instruction, mais nous allons plus loin. Nous ouvrons cette maison à vous tous, parce que la famille n'est pas seulement le sang, c'est aussi la communauté, les histoires partagées, les moments ensemble. Alors, bienvenue dans la maison Lavelle. Bienvenue dans notre famille, a conclu Sylvie. Les applaudissements ont été chaleureux et sincères. Plusieurs personnes avaient les larmes aux yeux. Le reste de la journée a été magique. Des auteurs ont lu leurs œuvres sous les arbres. Des enfants ont couru dans les jardins, riant et jouant. Des couples se sont promenés main dans la main dans les allées de lavande. C'était exactement ce que papa aurait voulu. De la vie, de la joie, de l'amour. Vers la fin de l'après-midi, une femme âgée s'est approchée de nous. Elle devait avoir 80 ans, peut-être plus. « Excusez-moi, êtes-vous les filles de Robert Lavelle ?» a-t-elle demandé. « Oui, c'est nous », a répondu Sylvie. Je le connaissais. Il y a longtemps. Nous étions voisins quand j'étais enfant. Il était un homme si bon, toujours gentil, toujours prêt à aider.
Ses yeux se sont remplis de larmes. Quand j'ai vu l'annonce pour ce festival en son honneur, je devais venir. Je voulais vous dire que votre père a touché beaucoup de vies, y compris la mienne. Merci de nous dire ça, ai-je dit, émue. C'est un bel hommage que vous lui faites. Il serait si fier, a-t-elle ajouté avant de s'éloigner. Sylvie et moi nous sommes regardés, les larmes coulant librement maintenant. Il est fier, je le sens, a dit Sylvie. Moi aussi, ai-je murmuré. Quand le dernier invité est parti à 20h, Sylvie et moi sommes allés sur la terrasse, nos 2 chaises, le coucher de soleil, exactement comme nous l'avions fait en mars. Nous l'avons fait, a dit Sylvie avec un sourire épuisé mais heureux. Oui, et nous le referons l'année prochaine. Et celle d'après, pour toujours. Pour toujours, a-t-elle répété. Nous avons levé nos verres de vin, trinquant doucement. À maman et papa, ai-je dit. À la famille, a ajouté Sylvie. À l'amour qui ne meurt jamais, avons-nous dit ensemble. Le soleil s'est couché lentement, peignant le ciel avec les mêmes couleurs qu'il y avait des mois. Mais cette fois, il n'y avait pas de tristesse, seulement de la paix, de la gratitude, de l'espoir. Dominique a appelé Sylvie doucement. Oui. Tu penses qu'ils nous voient, maman et papa? J'ai regardé le ciel qui s'assombrissait, les premières étoiles commençant à apparaître. Oui, je pense qu'ils nous voient, et je pense qu'ils sourient. Moi aussi, a-t-elle dit. Nous sommes restées assises là, jusqu'à ce que les étoiles remplissent le ciel. 2 sœurs, autrefois perdues, maintenant retrouvées, liées par l'amour d'un père qui avait fait l'impensable pour les ramener ensemble. Et dans le silence de cette nuit parfaite, j'ai entendu la voix de papa dans le vent, murmurant les mots qu'il nous avait laissés. La véritable richesse n'est pas l'argent, c'est l'amour, c'est la famille, c'est avoir quelqu'un à étreindre quand tout s'effondre. Il avait raison, il avait toujours eu raison. Et maintenant, grâce à lui, Sylvie et moi avions tout ce dont nous avions besoin. Nous nous avions l'une l'autre. Et c'était plus précieux que n'importe quel héritage, n'importe quelle propriété, n'importe quelle somme d'argent. C'était éternel, c'était incassable, c'était l'amour. Quelques années plus tard, cette maison à Bordeaux est devenue connue dans toute la région. Le festival littéraire Lavelle est devenu un événement annuel attendu. Des centaines, puis des milliers de personnes venaient chaque été. Sylvie a quitté son travail à la librairie pour gérer le festival à plein temps. J'ai pris ma retraite anticipée pour l'aider. Nous vivons maintenant toutes les 2 à Bordeaux, dans la maison de nos parents. Nous avons transformé les chambres d'amis en espaces de travail. Les jardins sont plus beaux que jamais. Chaque matin, nous prenons notre café sur la terrasse, dans les 2 chaises où maman et papa s'asseyaient. Et chaque matin, nous levons nos tasses vers le ciel. Bonjour maman, bonjour papa, disons-nous, parce qu'ils sont toujours avec nous, dans chaque fleur qui s'épanouit, dans chaque livre qui est lu, dans chaque rire qui résonne dans les jardins. Ils sont là. Et nous sommes ici, ensemble, comme il se doit, comme ça a toujours dû être. L'héritage que papa nous a laissé n'était pas de l'argent ou des propriétés. C'était quelque chose de bien plus précieux. C'était nous, c'était l'amour, c'était la famille. Et ça, personne ne pourra jamais nous l'enlever. Fin.